Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. Cheville, Darcheville, et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Patrick. Pour le football club de Lorient, Van Welsen. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre. Il s'arrête jusqu'à Majid Waris. Le voilà le ballon de l'Alliance Majid Waris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorient qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozog dans la surface. Frappe de Bozog et deuxième but. Deuxième but. Avec Bourseau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, et c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver. Rappelez-vous, la dernière fois, il faisait beau, il faisait chaud, on revenait de la plage, le FC Lorient avait gagné contre Lille. Depuis l'automne s'est installé, il pleut. Lorient enchaîne les défaites et dimanche, puisque vous nous écoutez, on est en milieu de semaine, dimanche, le FC Lorient s'est imposé face au Stade Rennais. Première victoire depuis le mois d'août, on va avoir tout le loisir de débriefer ce match rocambolesque, croquignolesque même dirais-je, avec l'équipe de la Taverne, en commençant par Raphaël. Salut Raph. Salut à tout le monde. Et Lucas qui est avec nous. Comment vas-tu mon Lucas? Très bien, écoute, beaucoup mieux que les semaines précédentes. Et oui, on démarre ce podcast, le sourire aux lèvres, 3 points dans la besace, après une première mi-temps, Raph, de rêve. C'était cauchemardesque. Je ne sais pas si c'est pas la mi-temps la plus... où l'impuissance est maître mot. Clairement, on a absolument rien fait. On termine bien avec un petit but qui nous met très très bien avant la mi-temps, mais surtout, Rennes nous offre une ouverture du score sur un plateau en argent. Mais entre ce premier but et le but qui conclut le premier acte, c'est le vide sidéral. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. 0 tir pendant toute cette quasiment cette première mi-temps. Et donc, ouais, très, 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 très dur, quoi. Donc... C'est compliqué à expliquer parce que on a pratiquement pas l'équipe type, mais en tout cas les joueurs que le Brise souhaite avoir, à part peut-être Fèvre en effet qui manquait, et ça a peut-être aussi porté préjudice à l'attaque lorientaise qui manquait fortement de liant et de capacité à garder le ballon. Mais ouais, très compliqué. Le score était vraiment très 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 flatteur, et je sais pas, je suis supporter rennais, franchement je pense que je vais voir le psy à la fin du match. Alors, d'habitude on essaie de découper les matchs par grosses séquences de jeu des temps forts, des temps faibles. Bon là on va pas faire très original, on va diviser ça en 2 mi-temps, Lucas, et on va commencer par cette première mi-temps, comme l'a dit Raphaël, cauchemardesque. Il se passe absolument rien pendant 44 minutes. Ouais, totalement. Bon, on démarre fort un peu sur un coup du sort des Rennais qui marque un but contre leur camp qui restera, on va dire, dans les annales, tellement il est un peu rocambolesque. Mais sur le jeu, donc une incapacité à sortir le ballon, une incapacité à presser efficacement, presser en équipe. Et voilà, les Rennais dans un fauteuil, ils trouvaient les largesses, mais de tous les côtés. Enfin, moi, je trouvais souvent des espaces entre Formose Mendy et Théo Lebris énormes et s'y engouffraient à chaque fois. En fait, je trouvais que les pistons étaient assez écartés par rapport aux 3 centraux.
Et finalement, avec un simple triangle, ils arrivaient à trouver la profondeur, ils étaient dans la surface en 3 passes. Et ça, pendant 40 minutes, une incapacité à ressortir ensuite, par la suite, avec que ce soit donc Abergel qui fait un très bon match, mais aux côtés de Bakayoko, aucune solution devant. On a parlé du trio qui change très souvent. Donc là, c'était Tosin, Kroupi et Pagis. Ils ont eu du mal à proposer efficacement aussi à à la récupération. Donc, ce qui faisait qu'en fait, Abergel et Bakayoko ne pouvaient pas relancer efficacement, même si voilà, il y a eu du déchet, etc. Donc voilà, une faillite collective sur cette première mi-temps. Et franchement, on ne sait pas trop comment on s'en sort. Donc beaucoup de réussite. On a pointé parfois un peu un manque de réussite. Là on avait tout de notre côté. Même si ça se provoque, là franchement, très très compliqué. Cette première mi-temps. Comment t'expliques cette entame, c'est au-delà d'une entame, hein, cette première période manquée, Raph. On avait laissé les Merlus qui revenaient de 3-1, 3-3 contre Lyon. On pouvait imaginer une équipe un peu révoltée. Bon, la trêve est venue un petit peu casser tout ça, évidemment, la dynamique. Mais et puis match à domicile, derby, et on voit rien, quoi. C'est Lucas le dit à l'instant, aucune ressortie de balle, pas de pressing. On a l'impression que les joueurs sont perdus en fait sur le terrain. Perdu, je sais pas, mais en tout cas, je pense que concrètement, on était inférieur aussi, techniquement, tactiquement. Enfin, il y avait une classe d'écart, ça se voyait. Enfin, faut être tout à fait honnête là-dessus. Un énorme manque de densité au milieu parce que ce format à quasi 5 défenseurs, puisqu'on touchait quasiment pas le ballon, bah, laisse beaucoup de liberté au milieu de terrain pour les Rennais, bah, déjà de conserver, et puis bah, pressing très peu efficace. En fait, le seul moment où j'ai trouvé qu'on gagnait en teneur, c'est qu'on est repassé, qu'on a changé de système et qu'on défendait en 4-4-2. Un peu comme au début de saison dernière, où on défendait dans ce système-là. Bon, d'ailleurs, on avait défendu à Rennes lors de la victoire 1-0 en 4-4-2 au Roison Park. Donc, j'arrive pas à me l'expliquer parce que j'ai pas regardé de nouveau le match. Je l'ai vu qu'une seule fois. Faudrait faire l'analyse là-dessus, mais j'ai pas de raison valable. On a eu des difficultés à ressortir, mais on n'a pas non plus été pressé de chez pressé. Il y a eu des équipes qui nous ont beaucoup plus mis en difficulté sur la ressortie. C'était pas forcément le cas de Rennes, mais c'est plus notre capacité à jouer la deuxième ou troisième zone où en fait on manquait de justesse technique. J'ai vu beaucoup de ballons jouer dos au but complètement ratés, déviations loupées, etc. Donc on peut aussi s'en prendre plutôt à nous de ne pas avoir réussi à enclencher les actions et les relances, plus qu'une équipe rennaise qui nous tombait dessus. Je n'ai pas trouvé le pressing rennais à toute épreuve. Par contre, on a subi comme jamais, et je crois que je viens de vérifier, là, c'est l'équipe qui nous a planté le plus de centres, 38 centres concédés. C'est énorme, hein, 38 centres. Enfin, la moyenne en Ligue 1, elle est 15 en dessous. C'était Paris, du coup, le 34, Rennes 38. Donc, ouais, ça montre quand même qu'on a énormément subi. Rennes finit à 68 ou 70% de possession. Encore une fois, comme le PSG, en fait, on se retrouve un peu dans cette exactement. situation-là. Mais je trouve que du coup, encore une fois, le pressing adverse était moins violent que face à Marseille, que face à Lens, que face à Paris. C'est des équipes comme ça qui vont souvent presser très très haut. Moi, je dirais plutôt que c'est relatif à notre manque de repères devant, peut-être aussi à la jeunesse. On avait quand même un Kroupi, Lebrise, Pagis. On avait Tosin qui revenait. Ça manquait d'un Fèvre qui était capable d'avoir le ballon 2-3 secondes, de faire remonter le bloc. On a l'impression qu'ils avaient tout peur de garder le ballon trop longtemps. Donc, un peu de fébrilité peut-être dans les pieds, mais aussi dans les têtes. Je trouve que c'est plutôt ça, plus qu'une équipe rennaise qui nous a fait déjouer. Par contre,
les possessions rennaises étaient vraiment assez soyeuses, une grosse qualité technique, capacité je trouve que les 15 premières minutes, en dehors du but concédé, franchement, la copie, elle est parfaite. Tu vois des dédoublements, des 1, 2, 3, 4. Enfin, ça jouait vraiment bien, hein. Ça jouait vraiment bien. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser, je crois, 15 frappes sur la première mi-temps. Donc, c'est 15 frappes en une mi-temps. T'en mets une, et c'est au fond, et tu mets 2 buts, quoi. Un tir cadré, 2 buts. C'est ça, Lucas, qui est incroyable, c'est que on est devant la mi-temps, quoi. Alors, le premier but, tu l'as dit, Romaric, parce qu'il est arrivé, il a freeze. Et deuxième but, ouais, non, mais c'est très bizarre cette action. Ouais, tout à fait. Ouais, il avait peut-être placé un peu de thunes sur un CSC ou quelque chose, je sais pas. Un live bet. Ouais. Ouais, non, mais c'est Mais- très bizarre. Ouais, en tout cas, ouais, très très spécial cette première mi-temps. Je rejoins Raph sur le fait que le pressing rennais n'était pas forcément intensif, mais par contre, j'ai une nuance sur le fait que en fait, leur jeu de position à la perte a été très fort. Et finalement, on a en fait aucun des offensifs, ou même les milieux de terrain quand ils étaient un peu plus hauts, n'arrivait à se défaire de ce marquage, en fait, de ce repli qui était très efficace côté rennais. Et finalement, il nous laissait très peu de solutions. Et on a l'impression qu'on était encerclé en fait toute cette première mi-temps. Donc évidemment, oui, manque de justesse technique. Et puis encore un bloc trop écarté. J'ai l'impression qu'on se répète un petit peu. Mais vraiment, on a vu les failles de ce système-là. Donc on va pouvoir aborder maintenant la deuxième mi-temps. Mais justement, et aussi, je voulais aussi souligner le fait, même si on passe en 4-4-2 et que c'est beaucoup mieux en seconde mi-temps, jouer à deux, donc, deux sentinelles, deux milieux de terrain face à Rennes, c'était aussi assez ambitieux, notamment face au trio rennais qui est quand même très bien huilé. Et je pense qu'on a aussi souffert de ça, parce que voilà, Bakayoko revient, même s'il fait un match assez correct. Sans ballon, enfin, et à la récupération, avec ballon, c'était plus compliqué. Mais je pense aussi qu'on a souffert de ça. Voilà, Bergel devait régler tous les problèmes, devait gérer toutes les failles. J'ai regardé rapidement un peu sa heatmap. En fait, ses récupérations, et c'est là où il a touché le ballon, c'est très très vaste par rapport aux autres joueurs sur le terrain. Donc, finalement, voilà, on a souffert de ça. Il a dû compenser trop de failles. Et puis, Lucas m'a demandé de passer la deuxième mi-temps, donc j'obéis. Nous passons à la deuxième mi-temps. Sortie de Pagis qui a été quand même en difficulté. Quand on est sympa pour pas dire nul, on dit en difficulté. Il a été... Casper, quoi. Bah ouais, c'était pas un match pour lui, c'est tout. Très compliqué cette première mi-temps, remplacé par Fèvre. Non. Non, par Bassirou, pardon, excuse-moi, par Bassirou Ndiaye, remplacé par Bassirou Ndiaye. Ouais, Fèvre ne pouvait pas jouer 45 minutes hier. Remplacé par Bassirou Ndiaye. On passe en 4-4-2. Bref, changement de stratégie. Ouais. Et tout de suite, dès le début de la deuxième mi-temps, on voit une autre équipe. Ouais, parce qu'en fait, on défend. Je retrouve les préceptes de défense de l'année dernière sur ce fameux 4-4-2 avec une grosse contribution des milieux sur les côtés et les milieux excentrés qui viennent aussi redescendre très bas. Donc ça c'est symptomatique de la première partie de la saison dernière. Plus de liants, un bloc aussi plus compact, de la densité, plus de densité au milieu. Lucas l'avait évoqué il y a quelques instants. Voilà, des lignes un petit peu plus resserrées, un pressing un peu plus cohérent. Alors, on reste sur un bloc médian, voire médian bas, mais j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus cohérent et puis peut-être un pressing plus coordonné avec voilà, des joueurs plus rapprochés les uns des autres. Donc, beaucoup plus de récupération aussi, récupération haute. Je pense que c'est à ce moment-là où on a vu Abergel aussi récupérer un nombre incalculable de ballons dans l'entrejeu, voire même un tout petit peu plus haut. En témoigne sa fiche statistique, hein, avec quasiment 2 fois plus d'activité que son voisin de dimanche, donc Bakayoko. Et puis comme l'a dit Lucas, la heatmap en effet c'est à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière, il était vraiment à peu près partout sur le terrain à compenser
et à rééquilibrer le bloc et le 4-4-2. Donc, et j'ai trouvé Ndiaye assez en jambes. Il n'a pas forcément réussi tout ce qu'il a pu entreprendre, mais on s'est montré dangereux. On a eu l'opportunité de mettre un troisième avec Kroupi qui était servi du coup assez proche des buts. Donc là, ça a peut-être manqué un petit peu de tranchant, mais on peut pas lui en vouloir. Et après, bah, faut aussi parler d'un autre joueur, à mon sens, c'est Vogo, qui a laissé Lorient avec seulement un but encaissé, parce que je pense qu'il y a 3 arrêts de classe. L'arrêt sur le fait main opposée avec un ballon roulé. Il y a eu le double arrêt, plus du coup une frappe de loin avec un rebond un peu vicieux, je crois sur coup franc ou sur une frappe de loin, je sais plus trop. Donc grosse performance de Yvon pour le coup. Et au niveau aérien. Voilà, au niveau aérien aussi, je suis d'accord avec toi, il a été très précieux. Et bah, du coup, moi, voilà, à mon sens, c'est les deux joueurs qui ont vraiment une énorme influence dans la rencontre, c'est Abergel et Vogo. Alors, et après, on passera sur joueurs. Voilà, on passera sur le joueur juste après. J'avais une question pour Lucas avant. Sur la deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est le système lorientais qui réussit à mettre Rennes en difficulté, ou c'est Rennes qui déjoue complètement en deuxième mi-temps? Et bon, nous, on n'est quand même pas si nuls que ça, donc on arrive à en profiter. Qui est-ce qui a plus faibli? Est-ce que c'est Rennes qui a faibli ou Lorient qui a fait faiblir Rennes? Je ne sais pas si ma question est très claire. Bah, je pense que déjà par rapport à notre première mi-temps, Rennes s'attendait pas forcément qu'on rentre, parce qu'on fait 15-20 bonnes premières minutes en seconde période. C'est ça. Je dirais pas qu'on fait 45 minutes pleines en seconde période, loin de là. Tout à fait. Donc je pense que ça les a un peu surpris. Et oui, je pense que le changement de système a vraiment fonctionné, parce qu'en première mi-temps, en fait, je comprenais pas trop. Donc déjà, les circuits de relance avec les trois centraux, je comprenais pas trop. Beaucoup de responsabilités sur Isaac Touré. Je crois qu'il touche plus de ballons que les deux autres centraux. Ça, j'ai pas trop compris, parce que je trouvais que c'était quand même le moins à l'aise à la passe, enfin balle au pied, et qu'il était en difficulté par un manque de confiance. Donc je pense que ça doit déjouer pas mal là-dessus. Et le fait que dans ce système, en première période, donc les trois centraux étaient un peu laissés pour seuls. Ils n'avaient aucune solution devant eux, et ils avaient sans cesse le ballon pour relancer. Et en fait, on n'avait aucune solution, donc on jouait de longs ballons, on perdait très rapidement le ballon, et très rapidement la balle. Donc ce changement de système nous a permis de jouer plus dans la largeur. C'est ce que j'ai pu remarquer quand même, et un peu élargir ce bloc rennais en fait qui nous prenait en étau, qui était très resserré au milieu de terrain, et en fait à Berger et Bakayoko se faisaient constamment bloquer. Donc là, comme l'a dit Raph, j'ai retrouvé un peu notre ADN. Après, au-delà de ça, moi j'aurais aimé, même si bon, la victoire est là, quoi qu'on en dise, peut-être plutôt une entrée de Julien Ponceau, pour faire le lien justement entre les offensifs, ou en tout cas entre la pointe et le milieu de terrain. Et je pense que ça aurait été vraiment intéressant, parce qu'on a vu en première période qu'il manquait ce joueur, un peu ce lien qu'aurait dû faire Pagis, que peut faire Pagis. C'est ce qu'on disait en début de saison, il est capable de jouer ce rôle un petit peu de meneur et de lien avec la pointe, ce qu'on n'a pas vu. Donc j'aurais bien aimé voir ça avec Ponceau, parce que NDI a pu le faire, mais voilà, techniquement c'est encore un peu trop juste. Il a pu apporter de la profondeur et de la fougue. Il a montré ce qu'il savait faire. Mais pour moi, ça a manqué. Il y a la victoire, mais techniquement, si Rennes exploitait mieux nos failles, même en seconde période, on ne gagne jamais ce match. Bah déjà, rien qu'en première mi-temps, Rennes doit plier le match. Ils doivent rentrer au vestiaire, le match est terminé, et puis merci, bonsoir. Si je vous demande de retirer 3 joueurs qui ont réussi leur match sur la globalité, sur 90 minutes, sur les matchs de ce week-end, vous m'avez mentionné Yvon Vogo, peut-être son match référence cette saison, Raph? Cette saison, oui. Cette saison, oui. Ouais.
Parce que là, j'ai pas Parce qu'il y a souvenir. le score, Si, au il y a le parc, il fait sport, pas un il y a mauvais le- match. Si, non, au parc, n'importe quoi. Ouais, non, mais au parc fait 0-0, pardon, je confonds le match de la saison dernière. là, Au parc, là, il fait pas un mauvais t'as le match. score, en fait, t'as le score, t'as le résultat, t'as les 3 points, t'as les arrêts un peu de classe, enfin, assez spectaculaire, t'as un bon jeu au pied, et t'as surtout, comme l'a dit Lucas, vraiment un verrou dans les airs aussi, avec, je trouve, de la sérénité et de l'énergie. Je l'ai senti en mode alpha, tu vois, là, Ouais. il était vraiment au-dessus. Donc, match référence sur cette saison pour Ouais. lui. Ouais, je- Mm. Lucas opine du chef, mais pas de clean sheet, toujours pas. Ça fait un sacré moment. Un seul. Euh, Une seule clean sheet J1. cette saison. J1 au parc. C'est quand même Il pas sur était ce pas match-là trop qu'on aidé aurait non parié. plus. Comment, Lucas? Excuse-moi, je t'ai coupé. On dirait il n'était pas trop aidé. Hein, il a limité la casse, donc. Mais Oui, alors, il n'est pas trop aidé, mais il en a pris 2-3. Premier poteau Vogo, ça rime, plus ah que oui, premier oui. poteau Non, Dreyer. Hein. je parlais ce week-end. Mais D'accord. oui. Non. Donc, Vogo, on en a parlé. Est-ce que vous citez un joueur en défense qui aurait réussi son match sur 90 minutes? Est-ce que vous pouvez m'en trouver un? Moi, je dirais, en tout cas, défensivement parlant, je dirais Formose. Ouais. Si je devais Ouais. en sortir qu'un seul, mais c'est pas non plus. Formose qui rentre dans le 11, aux dépens de Juju Laporte. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Régis Lebrise, Don Régis, excusez-moi, qui explique que parfois, quand sur la durée des mauvais résultats, il y a des jeunes qui viennent prendre la place. C'est important pour. Est-ce qu'il est en train de dire que Laporte, pour l'instant, il va faire quelques matchs sur le banc en attendant de de se refaire la cerise, pardon, Lucas? Oui, bah, on en avait parlé un petit peu, justement, de cette possible rotation Ouais. en défense centrale. Laporte a été un maillon fort à un moment donné avec Talbi. Et, enfin, là, il y avait un duo qui s'était formé qui était très, très performant. Voilà, sur ce début de saison, Formose, dès qu'il a joué, il a su saisir sa chance. On a parlé on a discuté du fait que Laporte se laissait peut-être un peu trop d'espace dans son dos, était peut-être un peu trop interventionniste et n'a pas forcément été en réussite. Voilà, c'est peut-être aussi le fait que c'est le joueur qui a voulu le plus on va dire, intervenir et prendre ses responsabilités. C'est tout à son honneur, mais voilà, il est un peu moins en réussite. Donc, mais je pense que c'est important, ça permet de stimuler un groupe, stimuler une défense. Il y a quelque chose qui n'allait pas. À un moment donné, même si il a été très cohérent pendant une longue période, c'est important de montrer qu'il y a du monde derrière. Et voilà, ça marche sur ce week-end. Et donc voilà. Après, voilà, il y aura aussi le cas Isaac Touré. Je pense qu'on a beaucoup d'avis divergents sur ce joueur. Alors, on allait sortir les joueurs qui ont réussi leur match. On va continuer, on pourra, parce qu'après, évidemment, on parlera des autres. En défense, on passe au milieu de terrain, évidemment à Bergel. Très gros match de Bergel, Raph. Ouais, moi je l'ai trouvé très très fort, très très fort au niveau de ce que pouvaient proposer les Rennais en fait. Il était dans le match en fait, il était dans le défi, grosse activité physique, technique, tactique, etc. Enfin, c'est peut-être pas celui qui a le plus brillé ou crevé l'écran, mais au final il fait une passe clé pour le deuxième but. Puis beaucoup de récupération. C'est le cœur de cette équipe. Hein. Faut pas oublier qui tient le 11 là. Franchement. Pour moi, c'est son meilleur match cette saison, en tout cas défensivement parlant. Le fait qu'il soit esselé et si important et si efficace tout le match, pour moi, c'est un match exceptionnel. Équipe type de l'équipe, d'ailleurs. Ouais, l'équipe lui met 8 quand même. Hein. C'est pas. Ouais. Après, les notes. Non, mais l'autre jour, j'ai vu, excuse-moi, je fais un petit aparté. Après France, je sais pas quoi, là, le journaliste de l'équipe qui était sur l'équipe 21 en plateau, là,
il mettait les notes, il fait ouais, lui, je lui mets 3. Enfin, ça n'a aucun sens, leur note. Ouais, mais enfin, si tu reprends la feuille statistique de Laurent Abergel, c'est 65 ballons touchés. Bakayoko, c'est 2 fois moins. C'est 36 passes sur 44, donc 82% de réussite. C'est 8 duels gagnés sur 11, donc en gros, monstrueux. C'est un tir cadré d'ailleurs. Bon, c'est dommage, il a mis un petit peu trop au centre. C'est 3 interceptions, c'est 6 tacles. Enfin. Et très peu de pertes de balles, tu vois. C'est ultra propre. 2 dribbles réussis sur 2. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Si t'as un joueur au milieu comme ça, tu sais que il tient le milieu, quoi. Il tient le milieu de terrain. Donc, on a cité Vogo, Formose, Abergel qui font un match complet. Est-ce que vous m'en trouvez un quatrième, peut-être en attaque? Bah, moi, je mettrais quand même la deuxième mi-temps allez, peut-être pas que la deuxième mi-temps, mais j'ai trouvé Darling Yongwa hyper intéressant encore une fois. Non. Si. Non. Si. Non. Je suis pas d'accord. Offensivement, Le but de Blas, il n'est pas tout blanc dans l'histoire. Non, c'est clair, mais c'est pour ça que je parlais surtout de la deuxième mi-temps. Mais moi, ouais, non, voilà, mais comme toute l'équipe, il a été mieux en deuxième mi-temps. Il est intéressant, il propose des choses intéressantes. De là à dire qu'il a réussi son match, non. C'est un des rares gars qui arrivait à faire la différence aussi. Hein. Oui, mais il s'est fait balader toute la première mi-temps. Une balle au pied, oui. Mais défensivement, alors, je sais pas si ça se voit statistiquement, mais en tout cas, très loin du porteur et assez mal inspiré. Je trouve qu'il laissait aussi pas mal d'espace. On dit ça de Vincent Le Goff, Yongwa fait la même. Hein. C'est peut-être une consigne aussi au bout d'un moment. Ouais, parce que pour moi, si Isaac Touré était en difficulté pendant pendant une grande partie du match, c'est aussi que Yongwa laissait trop d'espace en fait à l'ailier ou au latéral rennais. En fait, il avait tout son temps pour aller venir chercher, je sais pas, le triangle avec le milieu, je sais pas, Bourigeaud le fait, et pour ensuite trouver la profondeur, et ça mettait Isaac Touré en fait en défaillance dans la profondeur. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, dans la percussion, dans les frappes parfois, les centres, c'est vrai que c'est sympa à voir, c'est intéressant. Mais défensivement, je vois pas ce qu'il a de plus qu'un Vincent Le Goff. Pardon. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, je sais bien que c'est pas ce que j'ai dit. Je retiens le joueur parce que je l'ai trouvé hyper cohérent sur cette deuxième mi-temps. Enfin, on avait un vrai piston. C'est quoi le bilan du piston à droite en fait, sur la rencontre? C'est catastrophique. Ah oui, à gauche aussi. Pas le contraire. Comment? Ah oui, on n'a pas dit le contraire. Ouais. Oui, à gauche aussi. Non, pas catastrophique, mais non. Tu retires, enfin, allez, Kata en première mi-temps, moyen en deuxième, voilà. Bah non, je trouve dur quand même. Voilà. Je vais pas sortir que les stats, mais moi, franchement, la deuxième période, je l'ai trouvé hyper disponible. Bah non, je suis pas d'accord. Sur la deuxième période, tout le monde n'est pas incroyable. Hein. Ah oui, il était très disponible. J'ai pas dit qu'il était incroyable, ça tombe plutôt bien. Mais comme toute l'équipe, il a step up. Et oui, on retient beaucoup ses percussions balle au pied. C'est sûr que là, c'est intéressant ce qu'il fait, c'est des solutions en plus. Mais non, mais ça troisième dans la hiérarchie il y a un mois. Hein. Ça centre bien, ça apporte le danger, ça fait des passes clés, ça touche beaucoup de ballons. Ça touche beaucoup de ballons en fait, c'est hyper actif. Mais il n'y a pas de problème, il est très athlétique. Oui, mais à la relance, en fait, il n'a pas peur. Parce que là où en première mi-temps, personne ne voulait toucher le ballon parce que sous la pression rennaise, perdre le ballon, lui, justement, il redescendait ou en tout cas, même sous la pression qui arrivait très très vite, il n'hésitait pas à toucher le ballon, même si c'était pas forcément des passes progressives par la suite. En tout cas, il venait attirer la pression et essayer de relancer quelque chose. Donc ça c'est tout à son honneur. C'est un peu comme si, et là je fais une transition un peu bancale, mais je l'attends quand même, attention, reproduisez pas ça à la maison. C'est un peu comme si on disait que parce qu'Isaac Touré avait marqué, il faisait un bon match. Alors, je suis désolé, Isaac Touré, il est 0. Je n'ai pas peur. Sur le match d'hier. Bon, en tout cas, j'ai adoré la statistique d'Amazon à un moment donné du match qui expliquait que Isaac Touré avait touché le plus de ballons dans la surface non mais, adverse. C'est incroyable.
Et pour la petite histoire, Isaac Touré trône aujourd'hui à la 2e place du classement des joueurs du FC Lorient qui tirent le plus au but. Voilà, Ouais. tout est dit. 50 tirs de la tête, 0 but. Donc, comme disait l'illustre JC Darche à la mi-temps, du coup du match, il faut vraiment faire jouer Touré 9. Voilà. Donc, je sais pas s'il a ses diplômes, JC, mais en tout cas. Non, mais moi, je veux bien un machin, mais il est pas tôt. Il est pas. C'est pas la sécurité sociale derrière. Il m'inspire pas une grande confiance. Et devant, alors, oui, il se projette vers l'avant, beaucoup. Lamine Koné faisait ça aussi. Il est pas foutu de mettre un ballon de la tête quelque part, quoi. Même en défense, c'est relance de la tête, putain, 1 fois sur 2, c'est chez. Enfin, moi, je suis très circonspect sur ce joueur. Je suis peut-être très sévère, mais je suis très très circonspect. Franchement, il a failli en mettre une de la tête. Oui, il a failli en mettre une de la tête, il a failli en mettre 2 à Nantes, il a failli en mettre contre Lyon. Il faillit. Ouais, mais ça fait des années qu'on est en difficulté. On dirait les corners, corners défensifs ou offensifs, on est très peu efficace sur ces phases arrêtées. On continue à les jouer en 2 temps. Chaque ballon, attendez. Les corners offensifs. On a Touré qui mesure 2,72 m. On a Talbi qui fait 1,90 m, Formos qui fait globalement la même taille. Bakayoko qui doit être dans la même sphère. T'as un 5 majeur digne. En National 1. Voilà. En National 1, t'as un 5 majeur. On joue les corners à 2. Il y a un moment, les mecs, je veux dire, je suis pas un sorcier du football, hein. À force de m'écouter, vous auriez compris que j'y connais pas grand-chose. Mais quand même, tu es plus grand que tous les Rennais. Tu mets Enzo Lefebvre sur les épaules de Bourigeaud, ils sont plus petits que comment il s'appelle, Touré. Putain, mais balance les ballons. Bon, le problème, c'est que lui, il en met pas une de la tête, mais quand même, tente, quoi. Je ne comprends pas. En première mi-temps, ça a été que ça, des corners à 2. Ouais, ça m'a saoulé. Donc, pardon, on revient à Touré, Lucas. Oui, mais moi, je suis un peu nuancé. Alors, sa première mi-temps, j'ai rarement vu ça depuis assez longtemps. Depuis que t'es né. Sa performance. Parce que, oui, alors il n'y était pas du tout. Et je pense un manque criant de confiance, même sur un domaine qu'il maîtrise sur le domaine aérien. À un moment, le ballon lui passe derrière. S'il y avait un Rennais derrière, c'est une occasion très très dangereuse. Donc voilà, des erreurs d'inattention, comme tu l'as évoqué, Julien. Mais en seconde mi-temps, pour moi, je pense que son but, ça a compté dans sa confiance, Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé, il a fait des interventions assez importantes sur le domaine aérien, et même sur le domaine balle au pied, assez interventionniste et plutôt en réussite. Je trouve qu'il a mis de l'intensité, de la densité dans cette défense, et ça a permis d'être cohérent défensivement. Donc voilà. Même si, bien sûr, il n'a pas encore une technique défensive très assurée, très, très maîtrisée. Ouais, ce qui est quand même dommage pour un défenseur en Ligue 1, quoi. Oui, non, mais ça, on l'a dit quand il est arrivé. On ne prenait pas l'assurance et qu'on perdait, pour le coup, un joueur qui était totalement prêt et totalement adapté au collectif. Rendez-nous Meïté ou ça se Alors attends, parce qu'il faut quand même rappeler, je vois passer, il faut quand même rappeler que c'est pas un échange Meïté-Touré. Hein. Meïté, il a reçu une offre de Marseille, il a tout fait pour partir. Et il nous fait un défenseur, il se trouvait qu'on s'est dit que Touré c'était une bonne idée. Bon. Puis en plus, il met pas ses protèges tibia. Non mais petit bas mot parti trop tôt. Ouais. What else? On en était où? Ah oui, les joueurs moyens sur le par ligne. Ouais, donc Touré, voilà. Milieu de terrain, quelqu'un que vous voulez. Tiens, on va parler de Bakayoko un peu de son match, premier match titulaire. Lucas en a parlé tout à l'heure. On est loin du Bakayoko de. C'était sobre. Mais... C'était sobre. Mais il enchaîne, il joue un match complet. Bon, il fait 90 minutes. Ouais. Il fait 90 minutes, mais par contre, donc je prends le. On sent qu'il y a du métier quand même. Non, mais il y a du métier, il y a de l'expérience, il y a un bon placement, etc. En revanche, en termes d'activité, j'ai du mal à comprendre un tel déséquilibre quand même.
On a quand même un Laurent Abergel. Alors oui, c'est pas les mêmes registres, etc. Qui touche 65 ballons en 90 minutes. Et Bakayoko qui en touche 36. Bon. D'un point de vue abattage défensif, c'est quand même un cran en dessous. D'un point de vue projection vers l'avant, c'est aussi un cran en dessous. Donc bon, je l'ai pas vu faire de dinguerie comme à son entrée. Parce que je l'avais trouvé très, comment dire, Audacieux. Non, ouais, en fait, son entrée là, la dernière fois, il faisait du très bien et du très mauvais. Là, j'ai trouvé beaucoup plus Ouais. moyen. Tu vois, tu te dis pas en sortant de ce match, il a raté son match. Mais tu t'arrives pas à sortir. Enfin, qu'a-t-il fait? À Est-ce que vous l'image avez de l'équipe. une action où vous dites Il ah gratte ouais, des fautes. Il gratte des fautes. ouais, ok. Oui. Non, mais c'est tout. Non, mais voilà, c'est tout. C'est pas non plus. C'est pas un exploit non plus de gratter des fautes, quoi. Je sais Ouais, pas. mais alors, on va lui laisser du temps parce qu'il arrive tout juste. Mais même s'il n'est pas Donc ça forcément fait encore. déjà 2 joueurs dans le 11 à qui il faut laisser du temps. Hein. Ouais, c'est fou, tu vois. Non, mais oui. Même si physiquement, il n'est pas forcément prêt. Excuse-moi, je Et t'interromps donc, encore, Lucas. 3 parce qu'on a parlé de Pagis, puis on va parler de Croupi, et on va parler de. Comment il s'appelle Ndiaye qui est Vas-y. rentré. Ça va faire 5 mecs sur 11 à qui il faut laisser du temps. Excuse-moi. et je t'interromps. Dieng, mais ouais, il Et était tiens, pas là. voilà, Mais il prend le temps bon, qu'il veut. si on revient, donc bien qu'il soit pas prêt physiquement, et ce qui peut expliquer son activité, son manque d'activité. Mais techniquement, c'est un joueur qui a joué dans des très très grands clubs européens, qui a prouvé maintes et maintes fois qu'il avait un niveau technique très élevé. Pour moi, dans un match comme ça où on a du mal à ressortir, ça doit être au moins un leader technique. Ah, Il je n'a suis pas besoin d'accord. d'être Mais peut-être à qu'il avait 100%. une consigne, hein, je sais pas. Peut-être que du coup il se sentait moins bien. Peut-être que du coup peut-être que ça permettait aussi à Bergel de se libérer sur ce match-là, alors que normalement c'est plus l'inverse. C'est plus Ah, Bergel mais, qui ouais, rôde mais qui et touche, qui couvre. Mais hmm. ouais, mais qui touche moins de ballons, c'est un fait. Mais sur les ballons qu'il a joués, je l'ai vu faire même plusieurs chandelles dans des zones. Ah, mais il Alors les a certes, touchés beaucoup plus bas. ah non, mais bien sûr. Mais un genre de ce calibre-là, même s'il y a peu de solutions, normalement, tu dois quand même te démarquer à la passe, prendre le leader, être le leader technique, ou en tout cas montrer que tu peux l'être. Et ça, on l'a pas vu. Mais voilà, Hmm. enfin, c'est juste pour le signaler. Mais voilà, il arrive dans le collectif, il n'y a pas d'automatisme, il retrouve la compétition, il a très très peu joué, donc ça va venir. Mais voilà, c'est juste que ce qui m'a un peu marqué sur son match. Un mot sur. J'ai un petit coup de gueule, tiens. Oh non. Ouais, ça fait un peu beaucoup, là, peut-être pour aujourd'hui. Bon, Eli Croupi Junior, est-ce qu'on Ouais. pourrait pas le laisser tranquille? Oui. Là, 2 secondes. Le nouveau Mbappé, le Madrid qui serait sur lui, des articles partout. Il y avait un article dans AS ici en Espagne. Ouais. D'ailleurs, Eh, c'est Bakayoko qui a sorti que c'était. ouais, Ça putain, ressemblait à la trajectoire d'Mbappé. À ouais. quel moment tu as l'expérience et tu sors une phrase comme ça, enfin, Mettons un peu de pression sur Eli. C'est un gamin qui pue le foot et tout ce que vous voulez. Dans le Télégramme, dans West France, il veut battre tous les records du club. Laissons-lui le temps. Oui. Laissons-lui le temps. Comme aux autres. Laissez-le tranquille. Et résultat, il fait pas un match extraordinaire contre Rennes. Non, mais c'est Il se ça. bat, il se bat, et c'était compliqué pour lui. Il fait pas un Il mauvais avait match, c'est parce que je suis en train il de dire. avait le ballon pour tuer la rencontre. Ouais. Mm. Ouais, après, moi je trouve qu'il la met quand même le mieux possible dans sa position. Ouais, ça manque un peu un peu de force là du Ouais, côté. j'ai pensé à ça, mais si tu Mm. regardes bien, il n'est pas vraiment sur ses appuis, au moment où elle revient. Et Ouais, et puis il a joué il ouvre le pied, quoi. instinctif. Ouais, il Voilà, a il joué ouvre le pied instinctif. futsal, tu vois, ou quand tu fais un five ou j'en sais rien. Bah, un futsal, tu fais un gros pointard et c'est but. Hein. C'est pas de... Comme Touré. C'est ça. Voilà. Non, Extérieur. Voilà. Externe. Genre, il fait exprès. Ouais. Et, pardon. Non, je vais essayer de ne pas avoir une manie sur notre ami Touré. De toute façon, tous les mecs que Marseille nous envoie, ils sont éclatés. Je te mets au défi d'en trouver un correct. Et ouais, vas-y, Ayou, tu vas Non, me dire? j'allais sortir des vieux de la vieille et tout. Ah, parce que si tu me dis la Riazouni, on va rigoler. Non, non. Revenons à Eli, là.
Ouais, il a la balle de but. Après, moi, je suis pas sûr qu'il puisse faire beaucoup mieux que ça. Parce que si tu regardes vraiment comme il est sur ses appuis et tout, mais bon, la balle arrive vite aussi. Et je crois qu'il la met sous les jambes d'un joueur, si j'ai pas de bêtises. Donc l'angle est pas ouf. En plus, l'angle disponible est pas ouf. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu. J'ai pensé ça en direct et en voyant le ralenti, je me suis dit, en fait. Parce que j'allais dire, bon, si tu veux être Mbappé, il l'aurait mise lui, tu vois. Mais en fait, finalement. Ouais, mais tu vois, il sort, il fait pas la gueule, quoi. Tu vois. Ouais, non, mais voilà, il a 17 ans, c'est bon. Ouais, mais bon, il y a des gens qui prennent très rapidement le boulard. Hein. Bah oui, d'ailleurs, il est revenu au Moustoir, il a pas dit au revoir en sortant. Et donc. Sur les réseaux sociaux, il a dit merci. Ouais, super. Et donc, ouais, voilà, laissons-lui le temps, il fera des bons matchs, il fera des matchs un peu moins bien, et puis voilà, et tant mieux pour lui, s'il fait une très grande carrière, mais je trouve pas vraiment ça très malin. C'est quand même un joueur qui passe aujourd'hui en attaque, en 9, devant Tosin. Devant qui? Non, mais vas-y, devant qui? Doucouré. Non, mais Tosin, il passe pas devant, Adrian, Dieng. Ouais. Et le poussin du CEP Lorient, tu vois. Il passe devant tout le monde, là. Il passe devant tout le monde. Attends, au début de saison... Non, mais attends. C'est pas Peloton World Tour non plus, là. Au début de saison. On est au grand maximum sur la Paire Isidore à Plouay, hein. C'est une petite course de quartier, tranquille, voilà. Au début de saison, tu te dis pas... Croupi va avoir des minutes de ouf. Tu te dis pas qu'il va pouvoir enchaîner les matchs en tant que titulaire. Tu vois, c'est quand même incroyable ce qui lui arrive. Mais il passe parce que... Pardon. Garbage. Allez, on va pas faire 10 minutes sur Garbage. Il y a encore eu du drama avec Garbage. Le clan Garbage dit c'est Ferry qui veut pas. Ferry dément. Bref, on s'en fout. Donc Garbage, il passe devant Garbage. Même moi, je signe bénévolement FC Lorient, je passe devant Garbage aujourd'hui. mais il n'est pas dans le groupe. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Donc voilà. Dieng, il est blessé. Et je reste. Non, mais c'est là. Il est nul, ça se trouve, il s'est refait la cerise, il va tout cartonner quand il revient. Je lui souhaite que ça. Dieng, il est blessé. Doucouré, très jeune. C'est pas non plus un exploit de lui passer devant. Attendez, j'ai une question. Excuse-moi, je finis. Est-ce qu'il y a un joueur de plus de 8 millions qu'on a acheté qui a fait une vraie saison? Attends, parce que là, on ouvre trop de fronts à la fois. Là. Pardon. On peut faire des vannes sur Moyen-Orient. On attend un peu. Ouais. Sur le Proche-Orient, on attend. Non, stop. Merde, où j'en étais. Ensuite, Tosin est dans le 11. Et Tosin, c'est pas vraiment un 9 en plus. Donc on ne peut pas dire qu'il lui passe réellement devant. Et tu as Bassirou qui apparaît de nulle part, qui, lui, il a vraiment le profil de partir pour 30 millions à Bournemouth s'il sort les doigts du cul. Très clairement, la route, elle est tracée. Là. Mercato d'hiver, là. C'est ça. Mais il doit le savoir en plus. Donc, c'est pas non plus l'exploit du siècle que de passer devant ces mecs-là, quoi. J'ai presque envie de te dire, et là tu vas dire je force, heureusement qu'il leur passe devant. Non. Presque, j'ai dit. Non, mais... Ok. Très bien pour lui. Hein. Rappelle-moi son âge, s'il te plaît. Oui, mais dis-moi, qui d'autre que lui, à part Dieng, s'il se refait le... Non, mais attends, Dieng, tous les jours, il doit tenir sa place de titulaire. Oui, bien sûr. Oui. Mais il l'a perdu sans blessure. Hein. Il a perdu tout. Mais il l'a pas perdu parce que Croupi a été meilleur, il l'a perdu parce qu'il est nul. Tout à fait. Voilà. Disons, Croupi a été très bon pour son... Parce que je voudrais pas qu'on pense que je retire du mérite à Croupi. Pas du tout. Ce qu'il fait à son âge, respect et tout ce que tu veux. Mais il n'est pas passé devant des cracks, il n'est pas passé devant des gens qui étaient très bons. Il est arrivé là par défaut, il a su saisir sa chance, et de toute façon, c'est parfois comme ça aussi que des carrières explosent. Voilà. Donc c'est pas tout ça pour dire que c'était pas, bravo à lui, quoi. Mais, bravo à lui. Voilà. C'est pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que Pitou serait titulaire dans cette équipe. Clairement. S'il est dans le groupe. Un petit mot sur Bassirou Ndiaye, qui fait une rentre. Donc, il rentre à la mi-temps à la place de Pagis. On en a pensé quoi de sa rentrée? Je pense qu'il a bien saisi sa chance. Il a montré ce qu'on attendait de lui, en étant très incisif, très, très vertical dès qu'il touchait le ballon. Alors, c'était un peu brouillon. Parfois...
il aurait pu un peu temporiser et attendre des solutions. Mais franchement, avec très peu de soutien, il a fait beaucoup. Et je pense qu'il il a fait reculer le bloc rennais de nombreuses fois. En tout cas, quand il a été en réussite. Donc, plutôt intéressant. J'étais assez surpris de le voir rentrer parce que je pense pas, enfin, on s'attendait pas du tout à ce qu'il ait des minutes. Surtout, enfin, il y avait quand même un petit peu de monde sur le banc. Donc, je pense que voilà, c'est ce que je trouve bien en ce début de saison, c'est que donc, malgré la dynamique qui est assez fluctuante, il y a de la chance pour chacun. Et en fait, on sent il y a pas 13, 14 joueurs, enfin un turnover assez restreint, mais un groupe quasiment d'une vingtaine où tout le monde peut jouer, tout le monde peut rentrer. Et c'est pas parce que t'as pas des joueurs qui rentrent à chaque match, c'est les mêmes comme on pouvait voir sous Pélissier. Je me rappelle, on avait souvent ce débat. Là, chacun est concerné et même un joueur qui fait quelques matchs en N2 là peut venir rentrer et jouer 45 minutes en Ligue 1 le match d'après. Donc ça, je trouve que c'est très important et en fait, ça valorise le mérite. Donc je suis plutôt content là-dessus. Ah bah, clairement, hein, de toute façon, quand tu regardes le nombre de minutes distribuées, je crois à part Mouyokolo, Boigard, quasiment tout le monde a joué cette saison pour le moment. Mais c'est pour revenir du coup à Ndiaye, du coup j'ai l'impression de retrouver, enfin en partie, un Ouattara année 1. Hyper disponible, qui bouffe la profondeur, mais qui du coup dans les bons coups, mais qui n'arrive pas à faire le dernier geste juste. Donc espérons qu'il arrive à régler cette partie-là assez vite. Puis il va falloir passer le C1 d'anglais rapidement, hein, parce qu'il va falloir comprendre les consignes l'année prochaine. Donc, c'est ça. Donc au boulot, quoi. Prochain match, messieurs, c'est Reims à Reims. Et souvenez-vous, il y a un an, le curse, presque jour pour jour, le match attendu par toute la planète football, le match entre deux génies tactiques, Régis Lebris, qui fait virevolter un FC Lorient brillant en début de saison, et Will Steele, the Ginger Fred Antonetti, qui magnifiait, qui faisait de belles choses avec le Stade de Reims et qui allait lancer sa formidable série face à nous. 1-0-0. Échec tactique pour Régis ce jour-là. Et après ce match-là, on n'a plus jamais rien fait de tout à fait correct sur 90 minutes. Vous me dites si je me trompe. L'occasion de la revanche, puisqu'on se déplace à Reims. Première question, est-ce que nous reverrons un jour le 5-3-2 ? Oui. Ouais, je pense qu'on le retrouvera. Après, il y en a marre quand même. Il y a un moment. Après, il y en a marre, franchement. Moi, j'ai la théorie. Moi, en fait, j'arrive pas à comprendre. Le Brise a l'air d'être assez cartésien. Il voit les choses. Les stats parlent d'elles-mêmes aussi, tu vois. Je veux dire, le comportement de son équipe aussi. Probablement le retour de ses joueurs. Donc, est-ce que peut-être qu'à l'entraînement ça fonctionne très bien. bien. On revient sur un des sujets qu'on avait déjà abordé lors du dernier podcast. Comment tu fais avec autant de défenseurs centraux pour du coup faire jouer tout le monde dans un 4-4-2? Tu t'es retrouvé avec Formose Mendy arrière droit en seconde période. Oui, mais tes arrière droits sont pas non plus. Non, mais tu l'as fait à la Didier Deschamps, quoi. Tu mets 4 axiaux derrière et puis voilà. Bah, ça finira à terme avec. Si tu finis à 4, tu finis avec Mendy à droite. Mendy à gauche plutôt. Enfin, Mendy. La blague Touré va vite s'arrêter. Et puis voilà, haute Mendy à gauche. Donc t'aurais Talbi Laporte, Mendy à droite, Mendy à gauche et voilà quoi. Et rouler jeunesse quoi. Je pense qu'à la mi-temps, Régis quand il envoie balader 3-5-2, alors j'espère pour nous qu'il prend pas des décisions comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il se dit bon allez, on repasse à 4 derrière et on verra ce que ça donne. Ça peut pas être pire de toute façon. Et le 3-5-2, le 5-3-2 pardon, ne fonctionne pas, Lucas. Ah oui, ça on l'a répété maintes et maintes fois. Après, il a tellement travaillé sur cette base-là
Et je suis pas sûr qu'il veuille sortir Touré. Alors, vu que c'est lui qui l'a fait venir, je pense qu'il va pas rester, il va pas aller voir souvent le banc. Bah, c'est ça. Et puis, mine de rien, le fait qu'il soit décisif et qu'il ait cette responsabilité un peu parfois de se projeter et puis cette responsabilité à la relance face à Rennes. Alors, je sais pas trop s'il a cette responsabilité parce qu'on voulait toucher un bon nombre de fois Yongbois ou c'est parce que on voulait lui donner les clés. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il lui accorde une certaine importance. Donc voilà, je suis pas forcément sûr. On parlait de Laporte, est-ce qu'il resterait pas avec Talbi dans l'axe et voir Mendy à droite? Mais après, je suis pas sûr que Mendy vienne pour jouer latéral droit toute la saison non plus. Donc il y a voilà, beaucoup d'interrogations. Après, moi aussi, je suis pour changer de système. Hein. Rien qu'à la relance. Le problème de ce 4-4-2, c'est que, tu as plein de centraux, il n'y a plus que 2 places. Tu as des pistons que tu peux plus faire jouer, un Dembo Silla par exemple. C'est fini, terminé. Tu mets une croix sur sa saison quasiment, enfin, quand tu joues en 4-4-2. Ensuite, t'as pas vraiment des joueurs de couloir. Fèvre a pas forcément envie de jouer sur le côté droit, tu vois. Tu mets qui milieu gauche? Enfin, tu vois, ou alors tu joues en 4-2-3-1, mais enfin voilà, mais en tout cas, ça fait poser de vraies questions sur l'équilibre du groupe par rapport à ces choix tactiques. Ouais. Non, ouais, je pense que on peut rester peut-être sur cette base du 3-5-2, de cette défense à 3, mais peut-être que c'est une certaine animation qui va changer. Mais dans ce cas-là, pour moi, il faudrait qu'il y ait au moins un des 3 centraux qui techniquement soit vraiment au-dessus et qui puisse justement, par ses montées, par sa progression balle au pied, venir un peu compenser cette infériorité numérique qu'on a à chaque match au milieu de terrain. Mais c'est ce que Talbi faisait en début de saison. Ouais, et puis Formose Mendy, j'ai 1 ou 2 matchs en tête où il le faisait très très bien. On l'a pas vu face à Rennes, je sais pas si c'est parce que voilà, sous pression, il est peut-être pas forcément encore top, ou si c'était des consignes, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait cet apport du défenseur qu'on a vu sur certains matchs pour que ce système devienne intéressant, ou en tout cas qu'on retrouve des automatismes. Et moi, ce qui me gêne quand même dans ce système-là, c'est que ça crée trop de déséquilibre et pour moi, il y a trop d'espace entre les joueurs, bien qu'il y ait 5 joueurs dans cette défense. Dès qu'il y en a un qui monte ou même dès qu'il y a un petit décalage, qu'il y a un décalage adverse, pour moi, on est très mal placé. Donc voilà. Beaucoup de questions. Après Reims, nous enchaînons 3 matchs. Lens chez nous à Clermont et contre Metz. On ne reviendra pas par pudeur sur nos pronostics sur la série de 4 matchs qui a eu lieu au mois d'octobre. Surtout les tiens. Oui, moi j'étais très optimiste. Bon, bah voilà. Je pense que j'ai annoncé 7 points. Ouais, tu avais dit, mais comment tu peux pas prendre 7 points face à ses adversaires? Et au mois d'octobre, c'est notre championnat. Et on fait 4 points, c'est ça, au mois d'octobre? Ouais. C'est chaud. Donc Reims, Lens, Clermont, Metz. Ne serait-ce pas l'occasion de se rassurer dans ce championnat et de s'éloigner un peu de cette zone qui va vite sentir mauvais, Lucas? Alors si. Alors les 2 prochains adversaires sont pas forcément faciles. Notamment Reims, qui je pense va nous poser beaucoup de problèmes défensifs. C'est une équipe très très mobile, bien qu'il soit irrégulier. Moi, j'ai trouvé assez intéressant avec notamment Ito. Voilà, très très mobile, et vu notre façon, on est encore un peu mal en point défensivement, on n'a pas encore de repères, ça dépend dans quel système on va jouer finalement. Je pense qu'on peut avoir des difficultés. Mais voilà, c'est un adversaire prenable, comme Lens l'est aussi, parce que Lens n'a pas encore trouvé la formule miracle, la formule qu'ils avaient l'année passée. Donc clairement, et j'espère que justement cette deuxième mi-temps face à Rennes, qui était légèrement meilleure, va entamer du changement. Parce que voilà, si on repart sur la même base justement avec ce système et que ça marche toujours pas, ça veut dire que du coup on serait toujours une équipe à réaction, à essayer de changer pendant le match qui ne va pas.
et ne pas essayer d'essayer un changement de système, un changement d'animation. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'on va proposer. Ça, c'est une défense à 5. Toi, Donc, Raph, il y a quelque chose qui t'a rassuré sur le match de dimanche qui te laisse penser que sur ces 4 matchs, on peut faire mieux que Oui, 4 points, justement. le changement de système à la mi-temps, qui Ouais. annonce, j'espère, un changement de paradigme. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on rejoue pas dans un système qui a été assez efficace pendant assez longtemps sous l'ère Lebris, qui est le 4-2-3-1. Lucas avait évoqué le rôle d'un Ponceau dans cette équipe en 10 pendant un certain temps. Alors je dis pas qu'il faut mettre Ponceau, mais pourquoi tu mettrais pas un Fèvre dans ce rôle-là? Pourquoi tu mettrais pas un joueur de couloir de côté pour aller à l'aile, type Vuka? Pourquoi tu ferais pas jouer Tozin à gauche et laisser Croupi devant, avoir Abergel et Bakayoko là-dessus, en sachant que tu as plein de possibilités. Tu as Kari, tu peux faire jouer des joueurs sur les couloirs, t'en as assez. Enfin, je veux dire, t'as plein de choses à faire. T'as un Yongwa, enfin, je sais pas, je trouve que on s'est entêté dans ce schéma-là, alors que on peut nettement mieux faire. Donc moi, j'aimerais bien revoir un autre système avec une animation un petit peu différente. Pour moi, on a un socle de 6 derrière qui restera assez cohérent. Bakayoko va faire son trou. D'ailleurs, il a mis Makengo au Pôle emploi. Mais du coup, après, voilà, sur ce trident, sur ce quatuor offensif, il faut voir comment tu t'organises. Mais moi, j'aimerais bien mettre un Fèvre en 10, tout seul. Et faire jouer des ailiers qui peuvent plus ou moins rentrer, etc. Parce qu'on a vu que Fèvre sur un côté, il aimait pas trop, c'était pas son meilleur rendement. Mais voilà, tu mets un Fèvre en 10, tu donnes des minutes à Ponceau pour le remplacer. Tu peux mettre un Kari qui rentre à la place de Bakayoko si t'es pas satisfait à l'heure de jeu. Enfin, t'as plein de choses à faire à ce niveau-là. Et sur les côtés, tu vois, un NDI, visiblement, il peut aussi jouer un petit peu dans ce registre-là. Tu peux faire jouer un Lebris un petit peu plus haut, soit à gauche, soit à droite. Un En fait, Vuka j'ai à jouer. l'impression que le problème, c'est qu'il y a un moment, si tu passes en 4-4-2, comme tu le dis, il y Alors a là, un poste. ce serait 4-2-3-1 où tu défends en 4-4-2. D'accord. Donc Oui, voilà. tu gardes ta base 4-4-2 pour la Ok. défense parce que je pense que c'est la meilleure aujourd'hui en termes de cohérence défensive. Et tu t'exprimes du coup en 4-2-3-1 sur ce Le problème que j'ai, je pense que dans ce système-là, il y a un poste, mathématiquement, tu vas être obligé de bricoler. Parce que tu n'as pas construit ton effectif pour ça, tu as construit ton effectif pour un 5-3-2. Ouais, peut-être. Et il y a Mais un poste où tu es obligé de bricoler, donc tu n'as plus qu'à espérer. Alors, tu as ton Théo Lebris qui a un couteau suisse. Alors, non, Théo Lebris, pas dans une rap- défense à 4, impossible. non, mais pour bricoler Non. sur un poste offensif ou Ah, quoi. ok. Rappelez-vous, Lucas l'avait dit, Théo Lebris, il a été formé latéral et en jeune, Droit. il n'était pas ouf en latéral droit. Ah, tu En tout cas, l'as il a souvent dit, joué Lucas. latéral, mais il y était pas, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas surprenant qu'en Ligue 1 soit compliqué pour lui. Mais tu peux toujours bricoler quelque part. Mais il y aura toujours une position. Avec lui, c'est un peu le joueur couteau suisse, mais tu as toujours un poste où tu vas être obligé de bricoler parce que tu pas build ton effectif là-dessus, quoi. Et est-ce que c'est pas pour ça aussi que Régis va absolument faire fonctionner ce 5-3-2 ce 5-3-2? Peut-être. Mais on aura l'occasion de voir ça. Tu peux faire évoluer ce système-là différemment. Bon, Oui, mais bon, oui, bref, oui. il y a plein de choses à faire, mais bon. Ah bah, on a un effectif assez pléthorique pour pouvoir faire des choses. Ah bah, clairement. Donc ce sera à Reims. Je cherche la date en même temps que je vous parle. C'est probablement samedi 15h. Dimanche 15h, pardon. Non, c'est samedi 17h. Oh, qu'est-ce qu'ils ont vu d'extraordinaire dans ce match-là? Je sais pas. Canal. Bon, et ben samedi 17h, merci. Oui, exactement. Donc sur Canal+. Non, sur Amazon. Samedi 17h, c'est sur Amazon. En tout Et cas, le c'est samedi dimanche 17h. 17, c'est sur Canal. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur Reims et sur les prochains matchs à venir. 4 matchs qui vont être... j'ai l'impression qu'on dit ça tous les mois. Tiens, ça va être des matchs décisifs, on va se relancer en championnat, on va voir où on Non, joue, pour moi, etc. c'est la séquence Clermont-Metz qui va être cruciale. Donc sur le mois de novembre, Reims lance Clermont-Metz. On dit quel objectif de points pour se rassurer?
Il t'en faudrait idéalement 5. Donc j'imagine que tu fais nul à Reims, nul contre Lens et une victoire contre Clermont ou Metz. Ouais, Lucas. C'est plutôt cohérent. C'est pas trop ambitieux. Moi, ça me fait quand même suer si tu fais pas 6 points parce que tu dois taper Clermont. Enfin, tu dois taper. Soyons sérieux, quoi. Clermont, c'est très, très, très compliqué. Metz et Clermont, c'est même très faible. Ouais, j'allais dire, ils s'en sont vus pour battre Lyon. On n'est pas bien meilleur, mais je veux dire, en tous les cas. Si on continue à être journée porte ouverte derrière. Oui, c'est vrai que de toute façon, si on continue à prendre des buts. Mais si sur cette série-là, tu peux faire 5 points et une clean sheet, ça ferait plaisir. Ouais. Tu te rassures. C'est bien, on espérait être européen. Je vous rappelle, en début de saison, là, on en est rendu à faire espérer une clean sheet contre Clermont ou Metz. Voilà. Donc, nous verrons ça fin novembre. On n'hésitera pas à ne pas revenir sur nos pronostics pour ne pas passer pour des cons comme on le fait de manière très régulière. En tout cas, Régis Lebris n'a pas la pression du président. Ouais, généralement, c'est ce qu'on dit quand on a la pression. Quand on met la pression à quelqu'un. C'est ça. Vous y croyez vraiment qu'il n'a pas de pression, Régis Lebris ? Je pense que... Alors, déjà, il y a le fameux body language de Régis Lebris, d'un calme olympien la saison passée, à contenir sa joie et sa haine. Là, je l'ai vu complètement sortir de ses gonds. Alors, c'est pas plus mal, je suis content de voir les gens avec des émotions, etc. Mais c'était vraiment... très particulier, tu l'as senti. Contre Lyon aussi, il a eu cette attitude. Non, mais tu sens que l'enjeu du résultat réveille en lui, on va dire, peut-être une autre chose, quoi. Donc, mais c'est bien. Donc, alors, est-ce que du coup, c'est les nerfs qui lâchent un petit peu et ça ressort, mais non, je pense il se dit pas, j'ai encore 3 ou 4 jokers, tu vois, il perd contre Rennes. Tu perds contre Reims, ça commence à devenir complicado, en sachant que Clermont revient aussi en ayant battu Lyon. Il s'est pris une énorme bouffée d'oxygène là avec ces 3 points. Ouais, moi j'ai du mal à croire quand même que Ferry n'a pas une exigence de résultat quand tu files tu chamboules autant de choses dans ton organisation qui fonctionnait plutôt bien. Certaine confiance. La confiance n'empêche pas l'exigence de résultat. Non, bien sûr. Il a fait quand même place nette il a changé énormément d'éléments quand même. C'est ça, ça fait quand même beaucoup de... Je pense que il y a quand même un peu de pression, mais c'est normal, c'est aussi le haut niveau. Est-ce que Lebris est menacé, si on veut poser la question franchement? Je pense pas pour l'instant. Non, pas du tout. Mais c'est un bon moyen de rappeler les objectifs. Voilà. Interview solide. Un peu nerveux peut-être, Loïc. Un peu sec dans ses réponses. Il a pas trop répondu dans le sens du journaliste. Je pense que le journaliste était un peu frustré à la fin de l'interview parce que... Après, c'est de l'écrit, non ? Oui, mais bon. Oh, nous supputons. Question des auditeurs. Il y en a plein, comme souvent après les victoires, auxquelles on a déjà répondu pendant l'épisode en plus. Donc, je vais essayer de prendre des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Quelle sera, tiens, c'est intéressant, Paul Penel sur Instagram nous demande quelle sera la rotation du latéral gauche après les retours de Mendy et Le Goff. Alors, Le Goff n'était pas blessé, était juste remplaçant, déjà, il faut le dire. Quel va être, donc, du coup, à votre avis, messieurs, le tercé dans l'ordre au poste de latéral gauche? Je pense que Mendy, de par ce qu'il... je pense qu'il a cet avantage-là que défensivement, il est quand même très très solide. Même si, depuis ce pied sur retour, on l'a pas forcément jugé là-dessus. Mais je pense que il va marquer des points là-dessus. Et voilà, parce que ça va être un membre important. C'est un membre important déjà du vestiaire et qui va s'imposer, je pense, naturellement dans l'effectif. Raph, du coup, Mendy en 1, toi aussi? Non, pas actuellement. Je pense pas. Il a jamais.
Qui est titulaire Est-ce qu'il a démarré titulaire une seule fois, Mendy, cette saison ? Non. Voilà. Donc pour l'instant, pour moi. Oui, mais la question, c'est quand tout le monde est en forme. Non, est-ce qu'il va s'imposer ? C'est ça la question. Qui va s'imposer ? Sur le temps, dans le temps, il va s'imposer. Ça, y a pas. Là, clairement, c'est Le Goff qui glisse progressivement à un niveau hiérarchique qui du coup l'amène à un endroit où on risque de plus trop le voir jouer en fait. Après, attention, changement de système éventuel. Défense à 4. Yongwa. Équilibre attaque-défense. Mais dans la défense à 4, je pense que du coup, il y aura toujours une primauté à Mendy, je pense. Si Mendy a les cannes, quoi. Allo Mato nous dit Régis semble avoir perdu son mojo et on peut difficilement incriminer la qualité de l'effectif. Est-ce un problème mental ? On a un petit peu. Après, mental chez les joueurs ou chez le coach ? Chez les joueurs, je pense. Bah, en fait, la victoire appelle la victoire. Faut quand même la dynamique. La dynamique était quand même vraiment nauséabonde. Enfin, on prend quand même 1 point en moyenne par match depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc la séquence ouverte depuis maintenant pratiquement 1 an. Depuis la dernière rencontre avec Will. Elle est vraiment pas ouf, quoi. Donc, oui, non, c'est plus une séquence à ce moment-là. Enfin, je veux dire, non, là, c'est... L'anomalie, c'est presque le début de la saison dernière, en fait. Bah, c'est ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je vais vous poser une question. Je vais être volontairement... Est-ce que Le Brise ne fait pas sa carrière sur 10 matchs ? C'est une question que pose Samirit sur Instagram. On le salue. Si Pélissier avait fait la moitié de ce qu'a fait Régis, que dirait-on ? La moitié ? Ouais. Alors, quelle moitié, du coup ? La deuxième, je pense, celle depuis novembre de l'an dernier. Bah après, Pélissier, on dit ça, mais Pélissier nous a habitués à ça. Avec Pélissier, on faisait aussi des demi-saisons. Oui, on bien était peut-être plus dur sur l'autre partie, où on disait justement que l'effectif était peut-être un peu sous-exploité. On avait 2 discours, mais pour moi, j'aurais le même discours. Il y a un truc qui diffère, c'est qu'à l'époque, sous Pélissier, on avait ce jeu de transition. On était dangereux, en fait. On était catastrophique derrière à subir, mais on était dangereux. Est-ce qu'on a vraiment les joueurs pour jouer en transition ? Des fusées devant, des milieux relayeurs qui te mettent des ballons où il faut, quand il faut. On manque de puissance, là. On manque de puissance. Ouais, totalement. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Écoutez, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on est Thibaut Legrand, toujours sur Insta, est-ce qu'on est satisfait du match contre Rennes ? Je ne vois pas comment on peut sortir satisfait de ce match, à part qu'on a arraché une victoire. Comptablement, voilà. Dans le jeu, satisfait, c'est un bien grand mot. On ne veut pas faire les fines bouches, on n'essaye pas d'être dans la négativité tout le temps, mais on ne peut pas dire qu'il y ait quoi être satisfait de la saison du FC Lorient. Pour l'instant, fin du quiz, messieurs. Je vous propose de passer un petit quiz. Si je vous demande de me citer le joueur le plus jeune de l'histoire du FC Lorient, on va remarquer, vous allez me dire que c'est Croupi. Elie Croupi. Si je vous demande de me citer les 9 suivants. Wow. Les 9 suivants. Les 9 suivants. Donc on cherche le top 10, sachant que le numéro 1, c'est Elie Croupi. Alors je vais dire, je sais pas. Alors, tu me dis. Attends, on commence dans l'ordre. Tu me dis, Raph, Théo Lebris. Théo Lebris n'est pas dans les 10. Mario Lemina n'y est pas. Ah ouais ? Non. On a encore un joueur qui est dans l'effectif. Mais attends, c'est en championnat ou parce que Pagis, par exemple, il a pas marqué Pagis. C'est en championnat. C'est une bonne question, ça. Oui, c'est en championnat. Bah, Doucouré, du coup. Non. Ponceau. Julien Ponceau, c'est le deuxième plus jeune avec 17 ans, 10 mois et 22 jours. Yongwa, du coup, non, il est jeune. Je n'ai pas de Yongwa. On est nul là, putain. Ensuite, on a des joueurs, c'est plus vieux. T'as des
Claude Maurice, il était temps, Lucas, que tu cites Alexis Ouais, Claude Maurice, qui est le 10e, non, le 9e de ce classement. C'était en Coupe de France pour Alexis Claude Maurice. Je vous l'ai mis TCC, comme on dit dans le milieu du foot. TCC. Claude Maurice avait 19 ans, 7 mois et 18 jours. Ok. Il n'y a pas un Robert là ou... Non, il n'y a pas de Robert dans l'histoire. On cherche. Lavigne ? Non, pas de Lavigne. Alors, on cherche quoi ? On cherche un international français. On cherche un joueur qui a participé à 1 ou 2 Coupes du Monde au moins. Ayou ? Alors, André Ayou, exactement, qui était âgé de 18 ans, qui est le 18 ans et, 9 mois, qui était le 4e plus jeune. Qui est le 4e plus jeune joueur à avoir Par contre, l'international français... Ah, Gignac peut-être, à l'ancienne. Ah, ouais. André Gignac en Ligue 2 en avril 2004 contre Châteauroux, je crois, 18 ans, en Ligue 2. Ouais. 8 mois et 8 jours. Donc on a notre top 4, Junior Croupi, Julien Ponceau, Gignac, André Ayou. Cheikh Doucouré. Cheikh Doucouré n'est pas là. Il va pas tomber à tous les quiz, Cheikh Doucouré. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a de l'international, donc elle jouait au moins 2 Coupes du Monde. On a un binational sur le tard. Un binational sur le tard. On a le joueur qui nous a fait monter en Ligue 1. Et on a une légende. Virgile Rézet, exactement, le 18 mars 2005 contre Clermont, 19 ans, 7 mois, 15 jours. C'est le 8e joueur le plus jeune. Alors, Benassia, mais alors je ne sais pas du tout à quel âge il a touché. Non. Ah, t'as dit c'est là on doit trouver le binational ? Binational sur le tard. C'est-à-dire tu peux nous donner un poste ? C'est un attaquant ? Bien sûr, c'est un latéral qui a aussi joué défenseur central. Lamine ? Non. C'est une légende du FCL. On va pas se mentir là, on va pas rester jouer. Il s'est découvert une origine malgache très tard. Ah, Morel ! Jérémy Morel, bien sûr, qui avait marqué contre Saint-Étienne en 2003 à l'âge de 19 ans, 4 mois et 13 jours. Donc ensuite, on cherche un Sudam. Allez, Amérique du Sud, les géographes qui nous écoutent vont hurler au complot. Mais allez, Amérique centrale, Amérique du Sud. Amérique centrale, Amérique du Sud, faudra choisir là. Oui, c'est Amérique centrale, voilà, d'accord. On a choisi. C'était en 2011. Ah, Joël Campbell. Joël Campbell, bien sûr, 19 ans, 3 mois, 5 jours. Oui. Il nous en reste 2. Je sais même pas par où commencer. Alors, il y en a un, c'était en 2005. C'est le 5e le plus jeune joueur. Je vais vous donner sa liste de clubs si vous voulez. Putain, c'est pénible, il y a une petite pub qui vient s'afficher devant moi. Excusez-moi, je retrouve sa fiche. Voilà. Donc, il a commencé à Marseille. Il a été formé à Marseille. Il est arrivé au FCL avant de repartir il était en prêt, en fait, de Marseille au FCL. Quand je vous dis qu'on a récupéré avec des tocards avec Marseille. Ensuite, il est parti à Sedan. Il a été prêté à Guignon. Il a fait un peu de FC Chômage, AS Beauvais, Bangkok. Et il a fini à La Montagne. On cherche un milieu offensif de mémoire. Oui, voilà, c'est ça, un milieu offensif. Raman Non. Oui. Raman Barry Raman Barry, tout à fait. Et le dernier joueur qu'on cherche, le top 10 en tout cas, c'est un Ivoirien, un joueur ivoirien. On va pas se mentir, c'est une légende du FCL, mais pas forcément une légende dans le sens... dans le sens flatteur du terme, on va dire. Un attaquant de poche ? C'est un latéral. Non, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oubliez ce que j'ai dit, c'est pas du tout un latéral. C'est un avant-centre ou ailier. Baki ? Non. Oh non, Baki, c'est une vraie légende. Il était plus vieux. Ah, mais t'as dit légende. Oui, mais légende, comment dire ? Quand tu peux faire du name dropping sur le FCL, tu commences généralement par des mecs comme lui, quoi. Il est arrivé à Lorient en fin de carrière. En 2012-2013, il était dans l'effectif. Attends, c'est un des plus jeunes, c'est quoi ce bordel ? Attends, mais non, excusez-moi. Il avait été prêté au début des années 2000. Pardon, oui, ça buguait. Il a été prêté en 2003-2004 au FC Lorient, prêté par Al Wahda FC aux Émirats.
Ah 2003 Oh. Il a été prêté par Al Wahda et il a été formé au Mimosa en Côte d'Ivoire, comme la moitié des Ivoiriens qui sont passés au FC Lorient. Et il est parti en Belgique, à Al Wahda, ensuite à Grenoble, retour à Al Wahda, Al Jazeera, Al Arabi, Baniyas et FC Lorient. Vous abandonnez? Ah putain, je crois, mais je le connais, mais Et donc il était revenu au FC Lorient en 2012-2013. Voilà le bail ici. 2012, 2013. Ouais. Le grand, l'unique. Je répète, hein, il a fait 34 matchs en Ligue 2, marqué 9 buts. Alors, pas forcément avec le FC Lorient, hein, là, vous m'excusez. Il a joué en Champions League asiatique. À la maison, vous l'avez, je suis sûr. Il y en a qui sont en train de hurler, mais putain. Ah, ça vient pas. Ouais, j'en ai trouvé pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est Tony. Ça commence par un K. J'ai pas. Tony Coutouran. Ah oui, Coutou. Voilà. C'était pas le plus facile à trouver. Donc il avait marqué à Amiens, contre Amiens, pardon, à l'âge de 19 ans. Je vous donne le top 10 comme ça à la maison. Un petit apéro, ça fait toujours bien de le savoir. Donc Elie Croupi Junior, Julien Ponceau, Gignac, André Ayou, Rahman Barry, Joël Campbell, Jérémy Morel, Virgile Rézet, Alexis Claude Maurice, Tony Coutouan. Et sachez que le 11e, derrière, on avait Mathias Autré, Gabriel Aubertan, Francis Coquelin, Théo Lebrise et Gérard Bernardet. C'est important de souligner l'histoire du FC Lorient. On sait qu'on a des auditeurs qui nous valorisent parce qu'on parle souvent de l'histoire du FC Lorient. On les salue. Gérard Bernardet, un milieu offensif qui en 77 contre eux, alors là par contre il va falloir faire un petit clic sur le logo du club, c'était Guignon encore. Contre Guignon avait marqué le but du 1-0. Voilà, on salue Gérard Bernardet, on espère qu'il nous écoute. J'allais dire de là où il est, n'exagérons rien. On espère qu'il nous écoute. Julien, c'est le Jean-Paul Olivier de la Tabarne. L'histoire, c'est important. Et va savoir, est-ce qu'un jour on choperait pas une interview de l'ancienne gloire du FC Lorient? Qui sait? Pour finir, je vous propose de classer ces entraîneurs du FC Lorient de 1 à 5, mais vous ne savez pas qui vient après. Ah oui, d'accord. Oui, le fameux jeu jeu qui te prend la tête. Ok. On y va? T'as évidemment mis un entraîneur qui a fait parler de lui dernièrement dans les médias. Peut-être. Bon, on commence par lui. Alors, Bernard Casoni. Je le mets direct en 5. Sauf si t'as Angel Marcos dans ta liste. Peut-être. Je le mets en 4 parce que je sais que t'as Angel Marcos. Lucas, le but c'est qu'on se mette d'accord. Hein. Enfin, que vous vous mettez d'accord. Ouais, allez, on part sur 4. Allez. 4. Michael Landreau. Ah, 5, voilà. Très bien. Tu penses que Michael Landreau moins bien que Casoni? Avec ce qu'il avait Avec ce qu'il avait Casoni passe à un but de réussir. Casoni passe à un but de Ronny Rodelin de réussir. Voilà. Bon. J'aurais mis 3, mais... Bon. Allez, mettons 3 pour faire plaisir à Lucas. Je veux pas être despote. Christophe Pélissier. Mais 2. Tu mets 2. Ouais. C'est mieux que Landreau. Ah oui, non, mais je sais bien. Oui. Du coup, oui. Ouais. C'est quand même un coach qui a réussi tous ses objectifs, comme dirait Pierrot. On le salue d'ailleurs. On le salue. Pierrot et Christophe. Exact. Auxerre, ils ont failli mettre un but fantastique. Bon, ça n'a pas ouais. Mais ils ont failli mettre un but fantastique. Collectivement. Sylvain Ripoll. C'est fini là, c'est le 5e? Non, c'est le 4e. Ok. Je vous ai donné Casoni, Landreau, Péloche. Je sais pas si quelqu'un l'appelait Péloche. Et... on va le mettre 1 et là il va nous sortir Christian Gourcuff, on sera obligé de le mettre en 5. Alors non, vous m'avez mis Landreau en 5. D'accord? Ah oui. Oui, Landreau en 5. Pélissier en 2. Caso en 4. Mais t'as donné les 5, frérot. Non, il m'en manque un. Non, mais... Donc Sylvain Ripoll, vous me le mettez où? Attends, on a en 5, on a Landreau. En 4, on a du Casoni. coup Casoni. Ouais. En 3, on a... Ripoll, tu me l'as pas placé encore. Moi, on a mis en 2, on a mis Pélissier. En 2, vous avez mis Pélissier. Ah, ok. Ripoll en 3. Ripoll en 3. Et du coup, en 1, vous me mettez Christian Gourcuff. Ah, ça fait plaisir.
C'est logique. Je pense pas qu'il nous manque qui dans la liste. Alors, l'époque pré-Gourcuff, faudrait aller chercher. Faudrait chercher avant ça, mais est-ce qu'on serait capable d'évaluer leur place dans le truc? Non. C'est Mais compliqué. Le temps d'un match. Ouais. Il y a eu Yvon Pouliquin. Ouais, Coupe de France, quand même. Pouliquin, quand même. Coupe de France. Il y a eu Angel Marcos. Bon, bah lui, Magnifique. le traître. Qu'est-ce qu'on oublie dans l'histoire là? C'est tout. Francaise, t'en as parlé. Et avant, c'est du pré-Gourcuff. Compliqué de les classer. Hein? Ouais, j'aurais pas d'avis, en tout cas. Mais voilà, franchement, je pense que Gourcuff, Pélissier 1 et 2 de l'histoire moderne du FC Lorient, si on veut. C'est pas honteux. Hein. Après, en 3, je mets Pouliquin quand même. Il ramène la coupe. Moi, je pense que je mets Pouliquin avant Pélissier. Non. Si? Ça se défend. Eh bien, vous nous le dites en commentaire, on regardera ça, on vous répondra dans le prochain épisode de La Taverne, puisque c'est terminé pour cette semaine. C'est beau ça, hein. Merci à tous de nous avoir suivis encore une nouvelle fois. Sur YouTube, vous n'hésitez pas à vous lâcher vos meilleurs commentaires. Vous nous dites d'ailleurs, tiens, qui est votre top 5 des entraîneurs du FC Lorient, et votre top 3. Vous vous abonnez, la petite cloche, pareil sur les réseaux sociaux, vous vous abonnez, La Taverne un peu partout. Lucas, il va générer du contenu, vous n'allez pas en croire vos yeux. Petit acte. Et on se retrouve très vite avec une très belle surprise, peut-être, d'ici quelques temps. Et puis voilà, à bientôt. Salut, ciao. Ciao.